Donc, bonjour à tous, donc Claire, Claire Guinard, donc je suis ex-postdoc, donc j'ai passé 2 ans de postdoc à Étienne Zurich dans le groupe de Tana Stadler, je viens de finir, et là je suis recrutée comme CR à l'INRAE. J'ai pas commencé, je suis censée être en vacances en ce moment d'ailleurs, mais j'étais quand même tentée de venir, je me dis c'est qu'une fois par an, donc c'était dommage de louper cet événement. Pour mon background, en fait, je suis béto et j'ai continué en épidémiologie. Et donc, avant de rejoindre le groupe de Tana je faisais plus d'épidémio, plus quantitative ou spatiale. Et puis après, ils m'ont initié à ce domaine de la physiodynamique. Et donc, avec un sujet plus axé sur influenza aviaire, suite aux crises qu'on a eues en fait récemment depuis 2016, notamment en France. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter, donc c'est pas vraiment de la méthode, c'est plus une application, un exemple d'application en utilisant le multi-type Burst Death Model, parce que forcément, Tania, ils sont très forts les Burst Death, puis ils ont monté ça. Voilà, donc pour montrer un peu comment j'ai appliqué l'outil sur un jeu de données qu'on a obtenu de Chine, avec des séquences qui viennent de marchés de volailles vivantes et de cas humains. Mais c'est aussi pour vous montrer en fait surtout les challenges, enfin les défis qu'on a eus et tous les problèmes auxquels on a fait face, parce qu'en fait les données qu'on avait n'étaient pas forcément générées pour le type d'analyse qu'on voulait faire. On avait aussi des données qui étaient manquantes, etc. Et la méthode qu'on a utilisée ici présente aussi quelques défis en termes de, en gros, pour pas avoir un modèle qui est très complexe, parce que du coup ça augmente le nombre de paramètres et ça devient un peu une catastrophe. Mais bon, je viendrai dans les détails pour cette présentation. Ok. Donc, dans cette étude, en fait, on s'est intéressé à des vagues épidémiques en fait, de H7N9, qui est un sous-type de l'influenza aviaire, et des vagues qui ont apparu en fait en Chine au cours de 5 années. Donc, les premiers cas humains en fait ont été détectés en février 2013. Et en fait, on a eu 5 vagues successives chaque année, en fait, avec un nombre important de cas humains et aussi des infections en volaille. Donc ici, à la gauche, vous avez la distribution spatiale des cas humains, donc en bleu, et en vert, c'est la volaille. Avec notamment les premiers cas qui sont arrivés dans la zone de Shanghai, donc la zone du Yangtze River Delta. Et ensuite, petit à petit, ça s'est propagé vers Guangdong, donc dans la zone du Pearl River Delta region. Juste pour info, en fait, là, c'est tous les foyers qui ont été reportés, qui ont été mis sur NPRESI, donc c'est une base de données de l'OIE où on récupère en fait les foyers reportés, sachant qu'en fait là, ils sont affichés. Il est très fortement probable qu'il y ait aussi d'autres cas qui sont connus dans le pays mais qui n'ont pas été reportés sur la base de données en elle-même. Donc 5 vagues, et en fait la 5e vague, c'était un peu une vague qui a inquiété un peu la population, parce qu'on a eu vraiment une augmentation importante du nombre de cas humains. Ça, c'est cette vague. Il y a eu aussi une expansion assez importante au niveau spatial du nombre de foyers, donc notamment avec plus de... Là, on ne le voit pas sur la carte, c'est pas une carte au cours du temps, mais en gros, ça s'est vraiment propagé sur l'ensemble du pays. Et aussi, on a eu l'émergence de sous-types, le virus est devenu hautement pathogène. Donc, en fait, pendant les 4 premières vagues, on avait du faiblement pathogène. Et la 5e vague, on avait du hautement pathogène. Donc, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est surtout qu'au niveau de la volaille, là, en fait, si on a on dit du low PAT, du LP, c'est asymptomatique. Donc, en gros, dans la volaille, on ne voit pas forcément des différences. Ça va être notifié, on va plutôt détecter des cas humains et ensuite on va se dire d'où ça vient et on va essayer d'après d'effectuer une surveillance au niveau des marchés de volailles. Et quand on passe à du OPAD, donc il y a plus de signes cliniques, c'est un peu plus visible. Donc voilà ce qui concerne donc, ces vagues épidémiques. Et donc un élément qui est important à prendre en compte, c'est qu'en gros, suite aux études épidémiologiques, on s'est rendu compte que le facteur important d'infection au niveau des cas humains, c'était l'exposition aux volailles dans les marchés de volailles, en fait. Donc, en gros, si on était un cas humain infecté, c'était certainement dû au fait qu'on allait dans des marchés de volailles et acheter de la volaille, etc. Donc, il y a une pratique très courante en Asie. Parce que c'est une chose très ancrée, très culturelle. En fait, les gens veulent acheter des volailles vivantes et pas déjà abattues, quoi. Oui. Sur le l'OPAD, sur la pathogénicité, c'est pour les volailles? C'est pour les cas humains, on peut avoir aussi des formes sévères et
ou moins sévère, en fait, selon le... Donc c'est pour les cas, Ouais. pour les oiseaux. Ouais, ouais. Et donc, juste pour vous montrer à quoi ressemble un marché de volailles en Asie. Donc ça, c'est un film que j'ai effectué pendant un autre projet au Vietnam, donc c'est pas en Chine. Mais pour vous montrer en fait que les marchés de volailles vivantes, en fait, c'est une zone, c'est un endroit en Asie du Sud-Est qui est où là, en fait, l'émergence et la maintenance, la circulation du virus est très forte, dû au fait qu'on a différentes espèces qui sont présentes, qui a une très faible, un niveau de biosécurité qui est très faible. Et elles sont mixées ensemble, ces espèces, et en plus, elles sont transportées partout un peu, dans différents endroits. Et on peut avoir des espèces qui partent d'une ferme, vont dans un marché, passent dans un autre marché, etc. Et puis des fois reviennent vers la ferme, quoi. Donc on a une espèce de réseau ici de commerce en fait, qui est très complexe, qu'on n'arrive pas à suivre parce qu'en fait, on n'a pas du tout de traçabilité. Et donc voilà, plusieurs espèces qui sont mixées ensemble, très faible biosécurité, donc ce qui fait qu'on a des virus en fait, qui continuent de circuler et on a la forte probabilité qu'il y ait une nouvelle émergence d'un autre virus via des combinaisons, etc. Et donc pendant cette épidémie, en fait, donc il y a plein de modèles épidémiaux qui ont été développés, notamment pour estimer des paramètres de transmission, donc, tels que le RE. Donc des modèles épidémiaux qui sont notamment basés sur les données de surveillance. Des modèles qui sont essentiellement donc, de surveillance donc, en humaine, mais comme j'ai dit en volaille, en fait, le biais, c'est qu'en gros, en fait, on n'a pas vraiment une très bonne estimation du nombre de volailles qui est infecté, ou du nombre de marchés infectés, vu qu'en fait, ça reste très asymptomatique. Et ensuite, on a et tous les paramètres justement qui sont liés à la volaille. Quand on développe un modèle de transmission, on veut essayer de simuler la propagation du virus entre les marchés, les fermes, etc. et essayer de tester des mesures de contrôle. Le problème, c'est qu'on utilise des paramètres en fait, qui sont issus de la littérature pour d'autres sous-types, etc. Sachant que par exemple, le FCT9, c'est très particulier, ça touchait essentiellement les gallinacés, le type poulet, et pas forcément les canards. Les palmipèdes, etc. Donc canards, rois, etc. Donc les modèles qui ont été développés en fait ont surtout fait le focus sur l'estimation de la transmission d'homme à homme, parce que l'idée c'était de savoir si on avait une transmission qui pouvait être maintenue entre hommes et donc conduire à une sorte de pandémie, quoi. Donc les modèles ont montré que le RE était très très faible les taux de transmission étaient très faibles entre homme à homme. Mais on avait toujours une information qui était assez limitée au niveau du taux de transmission de la volaille à l'homme ou entre volailles. Toujours dû à ces problèmes de reporting. Pas de travail à l'échelle du marché, sachant qu'en fait, toutes les mesures de contrôle qui sont mises en place, c'est souvent à l'échelle du marché, c'est pas à l'échelle de l'animal. Donc, les mesures qu'ils mettent en place souvent, c'est en gros ils font des bans overnight, donc c'est en gros on empêche les gens de rester avec leur volaille pendant la nuit, donc ils doivent remarquer leur volaille rentrer chez eux pour limiter en fait les contacts et que le virus se maintienne. Il y a des mesures de désinfection. Dans certaines zones, il y a des fermetures de marchés qui peuvent être partielles, donc pendant un jour, plusieurs jours, etc. Donc ça, ce sont les mesures un peu de prévention. Et après, forcément, il y a du culling, de l'abattage des zones des volailles infectées dans les marchés et ceux qui pourraient être susceptibles d'être infectés. Donc voilà, et donc l'idée en fait ici c'était d'utiliser en fait la phylodynamie pour voir si on pouvait essayer d'extraire plus d'informations en utilisant les séquences au lieu d'utiliser les données de surveillance. Et donc dans l'idée de justement améliorer ces paramètres de transmission et d'avoir des paramètres plus robustes au niveau de tout ce qui concerne la volaille, notamment à l'échelle du marché. Il y a aussi il y a toujours cette question aussi de comparer l'infectiosité du HPLP, de hautement pathogène à faiblement pathogène, voir quelles sont les différences de transmission. Voilà, donc on avait ces idées-là. On était très ambitieux, on s'est dit, donc en fait il y a des questions auxquelles on veut toujours répondre, en tout cas dans ce système-là d'influenza aviaire avec les volailles, etc. Donc il y a combien en fait de marchés n'ont pas été reportés, en fait on n'a pas, des marchés qui étaient contaminés et qui n'ont pas été reportés. En fait ça c'est hyper important pour voir si on est très efficace au niveau de la surveillance.
Et après, il y a d'autres questions, par exemple, donc, qui a infecté qui, mais pas forcément avec beaucoup de détails. On ne peut pas savoir si A a infecté B, mais plutôt savoir le gros pattern. Donc, en fait, ça paraît anodin, mais en fait, c'est hyper important au niveau des mesures de contrôle qui sont faites en place, sachant que si on trouve qu'un type de ferme ou un type de marché infecte plus que d'autres types de fermes, en fait, on va essayer de cibler les mesures de contrôle sur ce type d'hôtes-là. Donc, ce n'est pas vraiment avoir détail toute la chaîne de transmission, mais avoir une idée grossière de s'il y a différents types de fermes, de marchés, etc. Là où il faut cibler la surveillance et le contrôle. Ou alors voir sur ces questions de super spreader, donc justement, pour servir l'idée de qui envoie le plus, quoi. Donc, on avait plein d'ambitions, donc de tester, peut-être faire des modèles à l'échelle de l'espèce avec des différentes fermes, marchés, etc. Et puis, on va voir qu'on a dû les revoir un peu et faire quelque chose de beaucoup plus simple, quoi. Donc, on a travaillé avec l'Institut de recherche de Harbin, qui nous a fourni des séquences donc d'HT9 du segment HA, donc qui est un des segments du virus. Il y a 8 segments, donc c'est celui qui change le plus. Et donc, à partir de là, comme on voulait utiliser un modèle structuré, donc type multi-type Birdsdale, donc en fait Birdsdale, il a fallu faire beaucoup de travail de savoir quelles données et comment on allait les utiliser pour essayer de développer un modèle de multi-type Birdsdale qui va tourner de manière assez rapide, sans être trop complexe, etc. Donc, du coup, on a travaillé avec d'autres collaborateurs chinois qui connaissent notamment le poultry trade, en fait, comment le transport, le commerce de volailles s'effectue. Même si on n'a pas une idée très fine, il y a quand même quelques études de manière assez sporadique qui ont été conduites. Donc, l'idée ici, comme on a un multi-type Birdsdale model, on va essayer de créer des compartiments avec des séquences, et après on va essayer d'inférer des paramètres de transmission intra- et intercompartiments. Donc en fait, l'idée c'est de réunir nos séquences entre compartiments. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé deux régions. Donc Yangtze River Delta Region, on avait 4 provinces, et on a agrégé aussi des séquences venant de 3 autres provinces pour constituer un autre compartiment pour étudier Pearl River Delta Region. Et après, au sein de chaque région, on a la distinction entre marché et homme, si la séquence vient d'un marché ou d'un humain. Donc, ces deux régions, en fait, elles ont été définies parce qu'en fait, on sait que c'est là où on a 2 gros hubs de la densité de volailles, des marchés, mais aussi qu'en fait, le poultry trade, en fait, il s'effectue surtout dans des zones assez locales et qu'il y a très peu de flux entre les deux zones. Donc, ça nous a permis de créer du coup 4 compartiments au total. Après, donc, en fait, on avait des séquences, pareil, donc j'ai parlé des fermes. L'idée, c'était d'inclure des fermes. Le problème, c'est qu'en fait, on a eu 3 fermes disponibles. Et donc, on a dû cibler juste les marchés, quoi. Donc, j'en reviendrai là-dessus sur la discussion. Après, du coup, on les a labellés s'ils étaient faiblement pathogènes ou hautement pathogènes. Et donc, du coup, là, ici, vous avez donc la distribution par région avec low path, high path en différentes couleurs pour humains et marchés. Et ici, pareil, c'est la distribution, mais temporelle. Donc, pour la zone du nord, la zone du sud. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien les couleurs, mais du coup, il y a les 5 vagues pour voir un peu comment nos séquences étaient distribuées dans le temps. Avec, en fait, là, on se rend bien compte que ici, en fait, si on regarde nos hautement pathogènes, rouge et orange, en fait, ils sont essentiellement dans la zone du sud parce que, oui, effectivement, pendant cette 5e vague où on a eu du hautement pathogène, ce qui n'était pas le cas dans les premières vagues, les hautement pathogènes étaient aussi essentiellement dans la zone du sud. Donc, voilà. On avait quand même beaucoup de séquences humaines, très peu de marchés. Ce qu'on a fait, très peu de séquences qui venaient de marchés, ce qu'on a fait, c'est que, pareil, encore une fois, c'est comme le multi-type Birdsdale, il n'est pas capable d'utiliser des milliers de séquences. C'était Anna qui disait que comment faire quand on a des milliers de séquences, ou en fait, c'est plutôt le contraire, comment faire quand, avec le multi-type Birdsdale, en fait, on est obligé de sous-échantillonner le nombre de séquences qu'on a pour que ça puisse tourner, quoi. Donc, voilà, donc on a fait plusieurs fois après l'analyse en rééchantillonnant de manière aléatoire les séquences humaines pour voir si ça impactait. Ça n'avait pas l'air de changer. Pour le modèle, donc, comme je le disais, c'est un modèle à compartiment. Donc, Anna, je pense que c'est l'a expliqué hier, c'est un peu analogue à un modèle épidémiologique
où en gros, l'idée, c'est on a classifié nos séquences entre 4 compartiments. On appelle ça les dîmes, selon le type d'hôte et la localisation géographique. Donc, on a les marchés dans la zone du nord, les humains dans la zone du nord, les marchés au sud et les humains au sud. Et en fait, donc, sous ce modèle, en fait, qu'est-ce que ce modèle dit? C'est qu'en gros, un marché dans le sud peut infecter un autre marché dans le sud, comme nous décrit ce RE ici. Il peut aussi, donc c'est toujours via le commerce de volailles en fait qui peuvent s'infecter. On a aussi les marchés du nord, non, j'ai dit sud, mais c'était nord. Le marché du nord peuvent infecter les marchés du sud, et marchés du sud peuvent infecter les marchés du nord. Parce qu'on se considère que même si le commerce est plus faible, enfin la fréquence de commerce de volailles est plus faible entre les deux zones, il y en a quand même qui existent, donc il y a toujours possibilité de transmission. Et ensuite, donc, en parlant avec les acteurs locaux, en fait, tous les gens en fait, ont tendance à s'ils veulent acheter de la volaille, ils vont aller au marché qui est local, ils ne vont pas se déplacer sur des milliers de kilomètres. Donc, en gros, on a fait l'hypothèse que les humains, par exemple là dans le nord, pouvaient être infectés que par les marchés dans le nord et pas par les marchés par le sud. Et comme on avait aussi ces études épidémiologiques qui indiquaient qu'en fait le taux de transmission de homme à homme était très faible, et qu'en plus, selon les études épidémiologiques qui ont été conduites sur le terrain, que la plupart des cas, enfin la majorité des cas humains étaient liés à une exposition à la volaille dans des marchés, on a mis l'hypothèse qu'en fait il n'y avait pas de transmission entre hommes. Donc en fait ici dans notre arbre, forcément, tous nos humains vont être des tips dans l'arbre. Ça paraît pas mieux, quoi. Voilà, donc pour l'analyse fluodynamique, donc on a utilisé un package qui a été développé par Tim Mogan dans mon groupe, notamment, enfin qui a été étendu récemment. L'intérêt de ce package, on va le voir là. Donc juste d'abord, on prend les séquences et en fait l'idée c'est qu'on infère de manière jointly, enfin ensemble quoi. Au même moment, les arbres calibrés dans le temps et les paramètres des différents modèles, donc le modèle de POP que j'ai présenté avant, mais aussi le modèle de substitution nucléotidique, etc. Et ensuite, une fois qu'on a ces éléments-là, donc un intérêt de ce package-là, c'est qu'il y a une extension qui permet, en fait, on peut utiliser un échantillon de ces arbres et de ces paramètres et simuler des trajectoires d'incidence. Où en fait, dans nos trajectoires d'incidence, à chaque fois qu'on a un nouveau cas, en fait, ça correspond à un branching event dans l'arbre, et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est échantillonné, on a une mortalité. Donc en fait, on a un nombre de trajectoires un grand nombre de trajectoires qui peuvent correspondre à un arbre donné, quoi. Donc ça, on simule plusieurs fois. Et ensuite, après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer justement d'analyser, d'interpréter en fait ces trajectoires. Donc ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. Donc en haut, vous avez le MCC tree, donc le Maximum Cloud Credibility Tree. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a les différentes couleurs pour les différents compartiments, avec 2 différents types de bleus pour les humains. Donc comme je disais, en fait, ils se trouvent toujours à la fin, parce qu'en fait, c'est toujours des gens, c'est un peu un cul-de-sac, quoi. Et en vert, on a les marchés dans les différentes régions. Les cercles, c'est plus la probabilité postérieure du clade. Et les chiffres que j'ai un peu affichés sur les grandes blanches, c'est la probabilité postérieure du type du dîme qu'on a sur la branche. Donc, on a pu voir qu'en fait, la transmission... Et oui, il y a une chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'on a fixé l'origine au marché de volailles dans le nord, parce que c'est là, en fait, où les premiers cas humains ont été détectés, et que la forte hypothèse, c'est qu'en fait, tout vient de la volaille. Et donc, on a fixé, en fait, l'origine. Donc, ça sera forcément les live bird market dans le Yangtze River Delta Region, qui sera l'origine dans notre arbre. Donc, l'origine, donc, serait plus vers, au niveau du timing, donc, ce serait plus fin décembre 2012. Et après, ce qu'on a fait, c'est que donc là, l'arbre, il est aligné avec les paramètres qu'on a estimés. Donc là, je ne les ai pas tous mis. J'ai surtout mis marché à marché dans la région du Nord, je ne sais pas si vous voyez aussi, c'est écrit petit, marché à marché dans la région du Sud, marché à humain, pareil là, mais là, encore une fois, c'est Nord, et là, c'est Sud. Et donc, en fait, on a estimé notre RE, là, sur 14 pas de temps différents, on appelle ça les époques, si bon, qui correspondent en fait à des moments où on a repris la courbe
du nombre de cas. Et en fait, on a essayé de scinder les vagues en plusieurs parties, quoi. Donc, on a pu observer qu'en fait, on avait donc un RE qui fluctuait, qui était assez saisonnier, avec des valeurs significatives, enfin, au-dessus de 1, mais de façon significative pour juste certaines vagues. Donc notamment au nord sur la vague 2. Donc ici, entre les marchés, de marché à marché, mais sur la vague 2 et 3 au sud. Donc ici. Et pour et là, et aussi sur la 5, qui était très significativement augmentée, donc sûrement dû au fait que comme là on est dans la région du sud, 5e vague, on a ces HP, c'est hautement pathogènes qui ont émergé. Et après, donc là, je ne le montre pas ici, mais en gros, les paramètres qu'on a estimés entre marchés, mais de régions différentes, étaient très faiblement, enfin, en dessous de. Ils sont très extrêmement faibles. Donc, ça, c'est plus des paramètres qu'on va essayer de après fournir pour les modèles de transmission. Après, on s'est intéressé aux trajectoires. Donc, ici, ce graphe, ça représente. Donc, on a toute une série de trajectoires. Et en fait, pour chaque trajectoire, on va prendre la date de la première infection dans chaque dîme. Okay, donc, du coup, on a une distribution pour chaque dîme, avec ici la médiane, toutes les valeurs possibles, et qu'on a comparé en fait avec la date du premier cas officiel qui a été reporté dans ce dîme-là, pour voir un peu à quel point on était bon ou pas au niveau de la surveillance, donc la surveillance des premiers cas. Et donc on voit très bien qu'en fait on a des différences de quelques semaines à quelques mois pour les marchés au sud. Alors quelques semaines, oui, parce que du coup on a ce côté aussi un peu asymptomatique pour les marchés où du coup forcément c'est beaucoup plus difficile de détecter. Au sud, on se dit que c'est aussi du fait que comme ça a commencé au nord, du coup, toute la surveillance, il y a eu vraiment un focus sur la surveillance au nord. On a un peu oublié le sud, alors qu'en fait, c'était déjà en train de circuler dans le sud, dans le Pearl Delta River region. Après, on s'est intéressé à la période infectieuse. Donc, on peut, alors je n'ai pas décrit, si c'était écrit peut-être sur le modèle, le Multiple Burst Model, où j'ai montré les RE. Mais aussi, il y a d'autres paramètres, notamment, on peut inférer le taux de. Enfin, on peut inférer la période infectieuse. Ouais. Et donc, dans ce graphe-là, c'est aussi donc c'est la distribution des paramètres qu'on a obtenus. Et donc là, en fait, on les a estimés sur deux époques, donc deux intervalles de temps. L'idée, c'était de voir si on trouvait une différence entre la dernière vague, où il y avait du hautement pathogène, et les premières vagues. Alors, on voit une différence, mais en fait, étonnamment, on s'attendait au contraire, on s'attendait à ce que si on a, bon, pas forcément, surtout dans les zones du sud, en fait, on s'attendait à une différence, mais on s'attendait à ce que, par exemple, comme c'était du hautement pathogène, que la période infectieuse soit plus courte. Là, ce qu'on trouve, c'est qu'elle est plus longue. À chaque fois, en fait, dans la plupart des cas, sauf le dernier cas, où elle est plus courte. Là, elle est plus longue. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on essaie de creuser avec les acteurs terrain. Ce qu'on a discuté avec nos collaborateurs chinois, c'est que pendant la 5e vague, en fait, donc je disais, en fait, ça s'est propagé de manière, c'était plus étendu au niveau du pays. Et apparemment, en fait, ça avait touché beaucoup plus les zones rurales, donc qui ont un accès qui est très limité aux hôpitaux, etc., aux services de soins, machin. Et donc, il y avait une capacité qui était moindre pour les hospitaliser, les traiter ou avant pour les traiter. Donc, ce serait peut-être ça qui expliquerait cette différence. Bon, ça reste totalement une hypothèse très vague. Et pour les marchés, en fait, c'est hyper dur aussi à interpréter. Donc, on a discuté des différences d'adaptation du hautement pathogène à la volaille, donc qui serait peut-être plus forte par rapport au faiblement pathogène. Mais dans la volaille et l'environnement par rapport au faiblement pathogène. Et aussi, en fait, on a tout ce problème on a différentes mesures de contrôle qui ont été appliquées sur tout le pays, selon le type de marché différent. Et en fait, du coup, c'est hyper compliqué à prendre en compte. Donc, on est toujours dans le process de discussion et essayer de lister pour les différentes régions, les différentes mesures de contrôle qui ont été mises en place pour voir si ça pourrait expliquer ces différences.
Et le dernier résultat que je vais vous montrer ici, en gros, donc toujours en utilisant les trajectoires, on a fait ce graphe là au cours du temps, donc encore pour ces 4 dîmes, où en gros on calcule pour chaque mois et chaque dîme le nombre, on affiche ici le nombre médian d'infections, et on va aussi discriminer d'où viennent ces infections. Donc en fait là on a différentes couleurs qui correspondent à chaque dîme, et donc forcément les humains, si vous regardez en fait, donc par exemple si on prend le premier en haut au nord, c'est jaune. Et donc, en fait, c'est des transmissions qui viennent des marchés du Nord, forcément, parce que c'est quelque chose qu'on force dans notre modèle. Pareil pour les humains du Sud. Par contre, c'était intéressant de voir pour les marchés. Bon, c'est quelque chose en fait, qui sont aussi reflétés par les RE qu'on a estimés avant. Hein. Mais en fait, on voit que là, en fait, les marchés au Nord, où il y a une majorité de bleu clair, donc c'est une transmission locale en fait, au sein de ces marchés dans cette région. Et après, on peut voir en fait les moments de l'année où on a eu plus d'événements de transmission provenant donc des autres marchés de l'autre région. Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on est en train de discuter et voir ce qui s'est passé à ce moment-là, et est-ce que c'est pas aussi des choses qui pourraient nous aider pour les futures épidémies. Sachant que voilà pourquoi là on a plus de transmissions qui sont faites issues de marchés provenant du sud. Peut-être qu'il y a eu une augmentation du trade, etc. Donc c'est encore quelque chose qu'on est en train de creuser avec nos collaborateurs. Donc toujours est-il qu'en tout cas pour les marchés, on a une transmission qui s'effectue de manière plus locale, et c'est un peu à ce à quoi on s'attendait. Et donc un truc intéressant aussi, c'est qu'alors là on ne les voit pas trop non plus, il y a des petites lignes en pointillés. Donc ça, ce sont les cas humains et les détections, les cas, enfin les marchés contaminés qui ont été reportés de manière officielle. Okay. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même les mêmes patterns. Bon, du coup, marché, vous allez me dire, mais on ne voit rien du tout, mais en fait, parce qu'en fait, il y en a très peu. On avait, si je reviens sur la première diapo, il y a 90 poulets individuels qui ont été reportés sur cette base de données. Donc en fait, c'est hyper dur de comparer avec les marchés, sachant qu'encore une fois, en fait, ces données de marchés contaminés ne sont pas accessibles. Donc on a quelques conclusions qu'on peut faire de cette analyse issue des séquences génomiques. Donc une transmission initiale dans le marché du Nord qui serait faite à la fin décembre, donc plutôt que début de l'année 2013. On a une circulation donc, de HT9 qui s'est effectuée quelques semaines, voire quelques mois avant qu'on ait pu détecter les premiers foyers. Donc c'est un peu en lien. C'est assez consistant. Ça corrobore en fait ce qu'on a observé dans les derniers rapports de détection concernant le HT9. On a donc la majorité des transmissions sont de manière locale pour les marchés. Et donc là, l'idée, c'est d'aller creuser un peu plus et essayer de récupérer en fait un peu plus d'informations sur le poultry trade, donc comment les échanges se font au sein de chaque région. Donc on a pu quantifier la saisonnalité du HT9, donc justement avec ces courbes là que je viens de présenter la diapo d'avant. Cette saisonnalité, en fait, on l'avait déjà observée avec les données de surveillance, et on n'avait pas pu vraiment quantifier parce qu'on avait toujours ce biais de report, parce qu'on a ces cas asymptomatiques. Alors qu'ici, on peut avoir une plus grosse vision. On a des différences en infectiosité entre faiblement et hautement pathogène. Donc, comme je dis, ça, on est encore en train de creuser, de voir comment ça s'explique, mais ça reste assez. Comme on a des paramètres qui sont estimés à des régions assez larges, c'est hyper dur de interpréter. Si on était à une plus petite échelle, franchement, on pourrait faire peut-être plus par cas. Et ensuite, donc, ce qui était attendu aussi, c'est d'avoir des estimations du RE, donc entre marchés et de marché à volaille, parce que en fait, toutes les mesures de contrôle se font à l'échelle du marché, donc c'est ce qui est attendu de nos collaborateurs chinois.
Donc, on a dû, comme je disais au début de ma présentation, en fait, au début, on avait plein d'idées. On s'est dit, on va travailler à plusieurs échelles, sur plusieurs espèces, sur plusieurs types de marchés, plusieurs fermes. Et en fait, on a dû revoir nos ambitions, dû au manque de données et dû au fait qu'en gros, c'est difficile de faire un modèle qui est très complexe en utilisant le multi-type process model. Donc ici, dans notre exemple, on a incorporé que les voies de transmission qui étaient dominantes. Donc on a fait un peu omission des fermes du coup et des oiseaux sauvages, en sachant qu'il y a des oiseaux sauvages qui ont été détectés positifs pour H7N9, notamment au niveau de façon expérimentale. Mais sur le terrain, en fait, il y en a eu très très peu. Et aussi, le H7N9 en fait est très il vise vraiment, comme je disais, les gallinacés, donc tout ce qui est volaille, enfin poulet, alors que tout ce qui est wild bird, c'est plutôt des oiseaux migratoires, sont plutôt des, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, du coup, c'est plutôt des oiseaux type la famille des canards rois, et donc qui sont moins touchés par la H7N9. Donc en fait, on se dit que même si on a omis cette voie de transmission wild bird, en fait, c'est pas vraiment important parce qu'en fait, ils ne seraient pas forcément beaucoup touchés par ce sous-type-là. Et pour les fermes, donc il y a eu très peu de fermes. Alors, on a très peu de séquences, mais c'est aussi dû au fait qu'on a eu très peu de fermes qui sont ressorties positives. Ça, ils nous l'ont dit, il y en a beaucoup qui ont été testées. Et il y en a très peu qui étaient positives. Et à chaque fois qu'en fait, il y a eu des questionnaires qui sont faits pour les cas humains, à chaque fois, il y avait une relation, enfin, à chaque fois, 90% du temps, il y avait une relation avec un marché où ils travaillaient, où ils étaient à côté, où ils allaient tous les jours, etc. Et dans ce marché, il y avait beaucoup de cas en volaille, quoi. On a, alors après, le type de marché, donc, là je vous ai montré une vidéo, mais il y a aussi différents types de marchés. Il y a des marchés qui sont des marchés qui ne reçoivent pas des consommateurs. En fait, c'est des marchés, en fait, c'est des plateformes qui vont rassembler les oiseaux et les renvoyer sur d'autres marchés. Et donc on appelle ça les wholesale markets. Et après, on a des retail markets où là, il y a une partie qui peut aller à d'autres marchés, mais il y a aussi une grosse partie qui vont à des end consumers, donc des gens qui viennent récupérer les volailles. Et aussi, on a différents types de structures de marché. Donc, on a des marchés qui sont très ouverts, des marchés qui sont très fermés avec des murs, etc. Et en fait, dans les études qui ont été faites précédemment, c'est assez intéressant parce que, par exemple, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont faites pour voir les différences de transmission du virus selon le type de marché. Mais on sait que par exemple pour les marchés où c'est un peu plus fermé, il y a beaucoup plus de circulation de virus, il y a beaucoup plus de différents sous-types qui circulent, alors que des marchés où il y a juste un toit et c'est tout ouvert, c'est plus du tout la même chose, quoi. Donc voilà, en fait ça c'est quelque chose aussi qu'on voulait tester, mais malheureusement on n'a pas eu d'informations de nos collaborateurs, donc ça sera à mettre en place plus tard. On avait un nombre limité de séquences venant des marchés. Un élément important, c'est qu'ici, on prend en compte qu'une séquence par marché, sachant qu'on peut avoir énormément de diversité intramarché qui aurait été importante de prendre en compte. On est limité aussi sur ce cas-là. Encore une fois, on n'utilise que la séquence HA, pas le whole genome, mais en fait, souvent on utilise HA parce que c'est celle qui est plus variable, donc ça reste assez plausible. On aurait aussi aimé intégrer les données sur les transports de volailles entre marchés ou entre régions dans notre cas. Donc là, c'est toujours en cours de récupération de données. Donc on espère qu'on pourra intégrer ça dans le futur. Et ensuite, on a eu des inférences qui prenaient des semaines pour tourner. Donc ça pose problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours un problème. C'est qu'en fait, ça peut prendre 5 ans avant qu'on ait des résultats assez positifs. Donc là, on a essayé de faire plein de choses en parallèle. Mais voilà, c'est aussi pourquoi on a dû vraiment simplifier nos modèles au max pour avoir quelque chose qui puisse nous donner des résultats en temps en heure. Et je vais remercier du coup les différents collaborateurs qui étaient impliqués, les différentes personnes qui étaient impliquées dans ce projet. Et particulièrement donc, les collaborateurs chinois donc, qui ont une connaissance énorme sur le terrain et qui nous ont aussi fourni les séquences. Et voilà, et si vous avez des questions. Tu mentionnes à plusieurs moments que le modèle est assez contraignant en termes de temps de calcul et donc de quantité d'informations que tu peux injecter dedans. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que la raison pour laquelle vous restez sur ce modèle-là, donc je sais qu'il est super parce qu'il y a pas mal de paramètres qui peuvent être estimés avec. Ouais. Donc je ne remets pas en question l'intérêt du modèle. Mais étant donné toutes les limitations qu'il y a,
est-ce qu'à un moment, parce qu'en fait, le jeu de données n'est pas si grand, en fait, au final. Non. Et donc, si déjà ça pose problème, parce que C'est pour ça qu'on a des intervalles du coup qui sont quand même conséquents. Par exemple, mais, il y a déjà des informations super intéressantes qui en sortent. Donc, Ouais, je comprends ouais. aussi l'intérêt du modèle, mais par exemple, je me demandais Ouais. pourquoi si peu de régions? Pourquoi se limiter à 2 régions ici? Parce que là, tu as plusieurs provinces qui ont été échantillonnées. Ouais. Et tu as groupé, c'est-à-dire les séquences qui venaient de marchés différents sur ces immenses régions Ouais. en Parce deux qu'en thèmes. fait, ouais, à la base, en fait, on voulait travailler sur les provinces. On va avoir Ouais. 7 provinces. Ce qui est déjà très large. Et en fait, c'était trop. En fait, on n'arrivait pas à sortir quelque chose. Donc, c'est ça qu'on a dû faire le choix de regrouper et d'avoir deux grosses patates au lieu d'avoir 7 ou 8 ou faire toute la zone Est, en fait. Et donc, quel est l'intérêt alors de grouper les autres comme un dev, en fait? Tu vois, ici, tu prends au sein d'une des régions toutes les séquences qui viennent des marchés ou de l'homme, et tu vas subdiviser tes régions en deux devs, en fait. Et quel est en quoi est-ce que ça doit être traité comme une entité, en fait? Parce que c'est pas vraiment une sous-population. Donc j'ai du mal à relier ça avec le modèle, quoi, parce que c'est pas un réservoir. Tu présentes ça comme un réservoir, mais l'homme, pour les marchés, je peux encore plus ou moins concevoir, mais pour l'homme, c'est pas le cas. L'homme n'est pas un réservoir au sein duquel les circulent. Quel est le. C'est vraiment pour voir les différences entre ces deux zones, en fait. Parce qu'il y avait vraiment ces deux deltas où, en gros, il y a une très forte population de volailles, etc., et de marchés. Et du coup, c'était pour voir si on avait vraiment une différence entre les deux qui se passait. Donc, c'est pour ça qu'en fait. En termes d'échange, tu veux dire une différence en termes de transfert? Ouais. Du coup, j'en profite parce que ma dernière question liée à ça, c'est que tu as dans l'arbre, je comprends pas comment ça se fait que tu arrives, ça me semble tout à fait correct, hein, mais comment ça se fait que tu n'as que les types branches qui sont assignés à l'homme? C'est logique d'un point de vue épidémio parce que l'homme ne transmet pas. Ouais. Non, mais t'en as, c'est des marchés. Enfin, c'est les bleus. En fait, les bleus, comme c'est des humains, les deux différents bleus seront forcément isotypes. Parce qu'en fait, tu as forcé qu'ils ne pouvaient pas être. Parce que si tu ne dis pas que c'est. Ils peuvent, en gros, j'ai forcé le fait que les humains ne peuvent pas infecter un autre humain, ou quelle que soit la région, ou un marché, ou un truc comme ça. C'est informé dans le. Ouais, ça c'était fixé, c'était fixé. Et au début, on avait laissé le human to human en disant même si. Là, tu en aurais plein. Tu aurais plein d'internes, si juste ça. Mais en fait, du coup, comme on était poussé par le fait que il y avait déjà des paramètres transposés qui avaient été estimés au niveau des données de surveillance, plus nos acteurs terrain qui nous disaient non, mais il n'y a pas de transmission homme à homme. Donc on le ça. Donc, c'est tout à fait logique, mais je me demandais si vous aviez injecté cette info, parce que là, je vois plein de branches bleues. Et si c'était un truc laissé libre, tu aurais des nœuds internes. Et ce serait erroné, je pense, sur le plan épidémique. Et après, pourquoi on utilise ce modèle? C'est parce que déjà, il y a un historique dans le groupe où ils ont développé le truc. Donc, on a besoin en fait d'appliquer le modèle à des données, quoi, le tester, etc. Enfin, le faire travailler, quoi. Mais c'est aussi parce que, en gros, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut informer au niveau de l'échantillonnage. Donc, en gros, tu peux, comme ton RE, là, tu as un prior que tu peux définir sur la période donnée ou sur différentes époques. Et tu peux dire, par exemple, dans cet intervalle de temps, j'ai tant de séquences et considère que j'ai une population humaine de temps ou une population de marché de temps. Et donc, du coup, tu amènes l'information sur ton taux d'échantillonnage qui peut fluctuer au cours du temps. C'est super en termes de paramètres qui peuvent être estimés, mais je trouve ça aussi extrêmement frustrant. Parce tu as des paramètres qui sont clés, qui parlent même aux gens qui ne sont pas dans le monde de la phylodynamique. Parce que et aussi, tu as les paramètres qui sont plus aussi explicites. Après, je ne sais pas si c'est une question que je vais poser, c'est de phylogéographie, est-ce que tu peux retomber sur des paramètres non, pas un RE, par exemple, ni un R0, enfin rien de tout ça. Et en fait, ça, c'est souvent ce qui nous est demandé pour après pouvoir insérer ça dans des modèles. Et du coup, on retombe souvent sur le multitype parce qu'on se dit, il y a le RE qui est directement estimé, donc autant. C'est juste que c'est frustrant sur le nombre d'entités que tu peux considérer. Il y a un truc qui après, j'imagine que si on avait eu beaucoup plus de séquences, on aurait pu faire un modèle beaucoup plus complexe, quoi. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, les séquences n'ont pas été générées pour ce projet. Ça aurait tourné plus longtemps aussi si tu avais eu plus de séquences. Et tu avais l'air de mentionner. Oui, mais peut-être, peut-être on aurait diminué un peu le nombre de séquences humaines. On aurait essayé de pouvoir tester ça, quoi. De sous-échantillonner c'est juste pour estimer le RE pour différentes vagues et pour différentes régions. Là, par exemple, sous-échantillonner sur un pas de temps correspondant à la. Peut-être pour certaines vagues, il n'y a pas assez de données. Mais en parallèle. Puis
plus un birthday sur, ouais, c'est possible. sur la zone. Ouais, c'est vrai que, en fait, je pense qu'on y a pensé, puis après on s'est dit, c'est mieux de faire tout d'un coup parce qu'il y a un lien entre ces vagues, quoi, forcément. Mais oui, il y aurait une possibilité de, si c'est juste pour, enfin, c'est juste, non, c'est pas juste, mais en tout cas, il y aurait possibilité de scinder et de faire, Une question par rapport à la... Parce qu'à la fin, tu as dit que vous aviez séquencé que les magnétimines. C'est ça? C'est correct? Ouais. Et là, ma question c'est... C'est ce qui se fait d'habitude. Oui, non, je veux dire, mais on voit comment le réarrangement de la grippe a un impact sur la confiance que tu as dans la pas seulement dans l'encodage, mais aussi même dans la topologie de ton arbre. Parce que normalement, il faut que tu utilises le whole genome pour tester les réassortiments. C'est ça que. Oui. Ouais, et non, du coup, c'est pas pris en compte. Mais il faudrait avoir le whole genome, mais après, si tu veux tester les réassortiments, il y a d'autres modèles qui existent qui prennent en compte qui peuvent prendre en compte les réassortiments. Mais encore une fois, qui sont peut-être basés sur du coalescent ou d'autres bases. Et chaque modèle un peu a ses avantages et ses inconvénients et repose sur différentes hypothèses. Quoi. Mais, parce que par exemple, quand tu parlais, il y avait une différence à la vue dans la dernière vague. Ouais. Donc, doit-on d'abord s'assurer qu'il n'y a pas eu des événements de réarrangement avant de faire analyse sur un segment du génome? Mais je ne sais pas si on... Mais oui, c'est sûr qu'on devrait, mais en fait là, il n'y a pas de whole genome. Ils font que le HA. Quoi. Donc après, c'est plus poussé pour essayer de voir s'ils pourraient pouvoir séquencer un peu plus. Quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Enfin, c'est quelque chose qu'on teste normalement depuis l'épidémie pour voir déjà s'il y a du rassortiment et puis au mieux on utilise le whole genome. J'avais une question sur la durée de la période infectieuse. Ouais. 60 jours, c'est bon. Mais en fait, c'est à l'échelle, il faut dire que c'est à l'échelle du marché. D'accord, c'était la question. Ouais, donc en fait, quand je dis période infectieuse pour un marché, je dis infectieuse, mais plutôt période contaminée, en fait. C'est en gros du moment où il y a la première vague qui rentre jusqu'au moment où il est détecté des populations. Humains, en fait, ça fait bizarre. Ouais, non, c'est à l'échelle du marché. C'est à l'échelle du marché. Est-ce que ça ne peut pas expliquer la surprise sur les réacteurs? Et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut aussi voir comment ces mesures de contrôle, de lutte sur les marchés ont été mises en place. Parce qu'en fait, elles ont varié selon les années, il y a eu différentes méthodes. Il y a eu une politique, une policy 1110 qui a fait ça, c'était daily cleaning, il y a un jour d'infection par semaine, il y a tout un truc qui sont mis en place, ça c'était qu'à partir de février dans une zone très spécifique. Et donc là, c'est pour ça qu'on est en train de lister en fait toutes les mesures qui ont été mises en place, on va déjà les comparer et essayer de comprendre ça. Merci beaucoup.